bien, bonjour et bienvenue à toutes et tous. Merci pour votre présence à ce nouveau webinaire. Je suis Pauline de Favery, chargée de projet et de développement territorial au sein de l'association EETH. Aujourd'hui, nous allons parler de RQTH et plus globalement de l'importance d'ouvrir le dialogue et libérer la parole sur ce sujet. Pour ce temps d'échange, je suis accompagnée aujourd'hui de Claire Kowalski, référente handicap et prévention, Liliane Dinguet, assistante médicale, le docteur Béatrice Cozard, médecin du travail, Christine Calvino, chef de projet, et Olivia Marion, responsable communication. Pour votre confort, nous sommes également accompagnés d'un vélotypiste. Le lien pour activer la fonctionnalité est disponible dans l'espace de discussion. Nous sommes ensemble pour 1 heure. Chaque témoignage sera suivi d'un temps de réponse à vos questions que je vous invite à poser via l'espace discussion. Une foire aux questions sera mise à disposition à l'issue de ce webinaire afin de répondre à toutes vos interrogations. Sans plus attendre, je laisse la parole à Claire Kowalski. Eh bien, bonjour à tous et puis merci pour l'invitation. Je voulais juste pour présenter un petit peu le contexte, mon périmètre d'intervention. Donc, je suis référente handicap et prévention pour le groupe SOS Senior, qui est le deuxième gestionnaire associatif donc d'EHPAD en France. Ça représente 113 établissements et 3800 salariés environ. Mon périmètre d'intervention est national, donc ça veut dire que j'interviens pour l'ensemble des établissements. Et j'interviens sur site, essentiellement sur le Grand Est, là où en fait nos établissements sont le plus représentés. On a à peu près 40 EHPAD sur la région. Le rôle du référent handicap a quand même évolué pas mal chez nous au cours de ces dernières années. Moi, je suis en poste donc, depuis avril 2020. C'est un poste qui a toujours existé chez nous, mais qui donc a évolué de par déjà le contexte légal. Et puis aussi, avec le contexte sanitaire, évidemment, qui a fortement impacté non seulement nos structures, mais aussi les salariés. Et du coup, le rôle aujourd'hui du référent, mes missions sont assez stratégiques. Je dirais que je suis l'interlocutrice privilégiée à la fois des directions, mais surtout aussi des salariés, sur, on va dire, toutes les situations où en fait le salarié va rencontrer une difficulté de santé qui va impacter sa situation de travail. Donc, le parti pris chez nous, au-delà des obligations légales de la DOETH, des déclarations, de la saisie des RQTH, etc., ça a été de dire on va accompagner en fait les salariés dans les démarches, informer, communiquer, et avoir ce rôle vraiment de référent unique sur toutes ces questions-là qui pourraient effectivement être externalisées ou être pris en charge par d'autres. Mais au niveau du groupe SOS Senior, c'est moi qui vais intervenir sur toutes ces situations. Ça passe évidemment par une sensibilisation importante et forte auprès des équipes déjà en interne, à la fois de toutes les directions, des chefs de service, pour qu'ils puissent avoir connaissance de mon intervention, des possibilités, des aides, etc. L'idée, c'est de pouvoir vraiment intervenir le plus en amont possible des situations. Et pour ça, ça passe par le terrain, évidemment, et les chefs de service, notamment en direction, pour faire remonter les situations. Donc, il y a eu tout un travail fort de sensibilisation et de communication auprès des établissements là-dessus, pour que je puisse devenir, en fait, la personne ressource pour l'ensemble des structures, dans un objectif évidemment de sécuriser en fait les parcours des professionnels, des salariés qui pourraient être en difficulté de santé. Et j'insiste bien sur le fait que la personne ait sa RQTH à l'entrée, je dirais, à son intégration dans la structure ou au cours de son parcours professionnel, et c'est malheureusement bien souvent comme ça que ça se déclare d'ailleurs. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de pouvoir sécuriser les parcours et surtout d'accompagner les salariés. Aujourd'hui, c'est mon rôle premier, je dirais. J'ai sur la structure à peu près plus de 170 accompagnements en cours pour des salariés en arrêt maladie principalement, sur des arrêts longs, mais pas que. Ça peut être aussi du personnel en poste qui rencontre des difficultés avec des restrictions médicales que le médecin du travail a pu poser et établir. Et l'idée, en fait, c'est de créer un maillon autour du salarié pour que on travaille tous ensemble dans le même sens, c'est-à-dire la direction, mais évidemment la médecine du travail,
les différents élus ou syndicats qu'il peut y avoir, parce qu'ils sont aussi présents en fait pour signaler les situations qu'il pourrait y avoir, le salarié lui-même qui peut intervenir et nous signaler sa situation, et de créer en fait un parcours pour la personne pour qu'elle puisse être prise en charge le plus tôt possible. Pour ça, pour alerter ces situations, on a mis en place tout un tas d'outils et surtout, je dirais, de bonnes pratiques, où l'idée, je vous disais, le mot-clé pour moi, c'est repérer. C'est-à-dire déjà, quel salarié est en difficulté de santé de manière importante et donc que ça impacte son travail. Et pour ça, on va pouvoir déjà repérer en interne et faire remonter ces informations-là via un outil chez nous, un logiciel où en fait les directions me remontent le nom des salariés tout simplement avec quelques infos sur la situation. À partir de ce repérage-là, l'idée, ça va être de pouvoir informer rapidement le salarié en question sur les aides possibles et sur les mesures existantes. Alors, on parle par exemple du rendez-vous de liaison, de la visite de pré-reprise évidemment avec le médecin du travail pour les salariés qui seraient en arrêt maladie de plus de 30 jours. Et puis, on va évidemment parler de la RQTH, mais on va le faire dans un second temps. L'idée, c'est déjà d'informer, vous avez un référent handicap, voici vos interlocuteurs, voici les aides existantes. Une fois qu'on a informé, donc soit via un courrier, je crois qu'on en parle tout à l'heure, on vous montrera l'exemple, une fois qu'on a envoyé ce courrier aux salariés, moi, je me permets aussi d'appeler tout simplement les salariés qui sont, par exemple, en arrêt ou en difficulté de santé en leur expliquant mes missions. Et de là, après, la personne, soit effectivement souhaite être accompagnée. Si c'est le cas, l'idée, c'est évidemment de proposer un premier rendez-vous. L'objectif, ça va être de faire ensemble déjà une analyse de situation, de faire un état des lieux, des difficultés, surtout des besoins de la personne, et à partir de là, d'établir un plan d'action où évidemment la RQTH souvent va rentrer en fait comme première étape sur ce parcours et plan d'action en disant voilà, en termes d'aide, la première étape, c'est déjà peut-être de mettre en place ce dossier MDPH. Et au-delà de l'information en expliquant le dispositif, c'est aussi d'accompagner le salarié et la personne sur cette démarche-là qui quand même peut être lourde. Le dossier, je suppose que vous en avez connaissance, le dossier MDPH peut faire peur. C'est des moments qui peuvent être difficiles pour la personne. Il y a quand même plus de 30 pages parfois à remplir, etc. Donc, c'est important pour nous que la personne, elle ne soit pas non plus complètement larguée dans cette démarche-là et dire, voilà, on vous informe de ça, mais aussi, on va le faire ensemble parce que c'est important. Et puis, de ne pas le présenter comme une finalité en soi, finalement, de dire on ne fait pas une RQTH juste pour avoir le titre ou son obligation légale, mais pourquoi on va le faire? Et c'est permettre aussi à la personne de voir un peu plus loin que cette étape-là, même si elle est importante, c'est expliquer pourquoi on va être reconnu travailleur handicapé, quelles aides on va pouvoir décrocher derrière en fonction de la situation. Et moi, je présente souvent la reconnaissance travailleur handicapé un petit peu comme une boîte à outils, en disant, voilà, à partir de là, vous allez en fait décrocher un titre administratif qui va vous permettre en fait d'aller piocher des aides en fonction du besoin. Pour certains, ça va être la mise en place d'aménagements de poste. Pour d'autres, ça peut être un bilan de compétences, voilà, quand il y a besoin. Mais c'est toujours de faire du cas par cas et d'expliquer pourquoi on fait la démarche et surtout de rassurer. Je pense que l'importance du poste aujourd'hui, pour moi, il est là. C'est dire le référent handicap, c'est pas juste informer, c'est de pouvoir expliquer à la personne à quoi ça va lui servir. Et je pense que si on pourrait un petit peu conclure ou synthétiser aujourd'hui, c'est si vous demandez à vos collègues s'ils se sentent par exemple en situation de handicap, par rapport à leur souci de santé, la plupart vous répondront non. Parce qu'on peut voir les RQTH comme un frein, on ne va pas se retrouver dans ces mots-là. Par contre, si vous leur demandez s'ils se sentent en difficulté sur leur poste par rapport à leurs soucis de santé et s'ils veulent de l'aide en fait, pour avancer sur ce parcours-là, la plupart vous répondront oui et vous suivront dans les démarches. Et c'est aujourd'hui ça où nous, on constate
les résultats, c'est que en plus de 2 ans et demi, effectivement, sur ces missions, je pense que j'ai 3 salariés qui ont refusé la démarche sur plus de 400 personnes contactées. Donc, bon, effectivement, c'est pas toujours nécessaire, mais quand ça l'est, c'est important de pouvoir expliquer à la personne et d'utiliser les bons mots. Donc, il y a vraiment un travail de communication à faire et de sensibilisation sur comment vous allez amener le sujet-là avec la personne. Et Liliane est avec nous après, elle pourra témoigner aussi effectivement sur son parcours. Mais l'importance pour moi, c'est aussi d'intervenir sur site pour rencontrer le salarié et pouvoir créer cette relation de confiance, lui expliquer la démarche, qui on est, etc. Je pense que si demain je devais mettre en place des RQTH, effectivement, sans rencontrer les salariés, sans aller en établissement, on n'aurait effectivement pas les mêmes résultats. Et aujourd'hui, on arrive à avancer sur ces questions-là. On a plus de 30 reconnaissances travailleurs handicapés qui sont mises en place chaque année. On va dire une cinquantaine, le temps que les délais MDPH se passent, etc. Mais en tout cas, c'est 30 RQTH là, cette année, en 2022, qui ont été mises en place. Donc, cette approche est plutôt appréciée effectivement par les salariés, mais c'est un parti pris de ne pas l'externaliser et de le faire avec le salarié. Effectivement, chez nous, ça marche bien. Merci beaucoup Claire pour ce témoignage. Je pense qu'on peut retenir que la proximité, c'est important Oui. et que tout est une question aussi de... Alors, il y a la temporalité, mais il y a aussi les mots qu'on passe. La communication, elle est vraiment importante et justement, connaissant déjà le parcours de Liliane, je pense que son témoignage va faire sens juste après ça. Donc, je vous laisse la parole, Liliane. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Liliane Dinguet, 45 ans. Je suis assistante médicale à la Clairière à Mont-Saint-Martin. Je dirais plein de choses sur mon adhésion pour la RQTH. Dans un premier temps, je suis aide-soignante de formation. J'ai eu mon diplôme travaillant à la Massalac de Mont-Saint-Martin, parce que je suis à Mont-Saint-Martin, et on m'a découvert une hernie discale avec lequel j'ai traîné pendant des années et j'ai travaillé longtemps comme ça. Et en fait, avant, j'étais dans le groupe SOS. Je suis partie, je suis revenue, j'ai fait une formation d'aide-soignante et je suis revenue dans le groupe SOS dans le cadre d'aide-soignante. Et lorsque je rencontre ma cadre pour la deuxième fois, elle me dit, est-ce que Liliane, tu peux travailler comme aide-soignante? Je lui dis, Madame, ça sera plus possible. C'est ma directrice, en fait. Elle me dit, ça sera plus possible parce qu'effectivement, j'ai des problèmes de dos et j'ai une hernie discale qui me plombe ma rentabilité au travail. Donc, ce qui fait que je n'arrive plus à donner comme je donnais à l'époque. Et elle me dit, OK, bah, d'accord, on va essayer de voir si on peut aménager un poste pour toi. Et effectivement, le poste n'existait pas du tout. Pas du tout. Et elle a aménagé un poste, le poste on l'appelle assistant médical aujourd'hui, effectivement, parce que j'ai une fonction très importante dans l'EHPAD, dans le sens où on n'a que les secrétaires médicaux habituellement dans les hôpitaux ou dans les EHPAD. Mais ici, on a pris pour alléger surtout le rôle infirmier, pour alléger la tâche infirmière, dans le sens où je dois prendre tout ce qui est consultation, tout ce qui est travail avec la pharmacie, tout ce qui est rendez-vous ambulancier. J'ai un rôle propre avec le médecin où je travaille beaucoup, beaucoup, parce qu'ici, j'ai 2 médecins avec lesquels je travaille, ce qui fait en sorte que ma rentabilité, mon travail se sent, effectivement. Et à un moment donné, je me suis sentie un peu malade et j'étais beaucoup en arrêt parce qu'effectivement, ma condition physique ne suivait pas. Et je suis allée voir Madame Demissier, qui est la directrice ici à l'EHPAD de la Clairière. Je lui ai dit, Madame Demissier, j'ai un souci parce que moi, je ne rentabilise pas. Je me rends compte que je ne rentabilise pas assez. Est-ce que je ne sais pas quoi faire? Mais bon, elle me dit, écoutez, on va en parler à la réunion d'évaluation annuelle. Et à cette réunion-là, je lui dis, qu'est-ce que vous pensez pour que je ne sois plus un arrêt maladie? Parce que moi, mon fauteuil ne me convient pas, la table de travail, ça ne va pas, le dos, ça ne suit pas. Et elle me dit, mais, vous savez quoi? Pourquoi vous ne vous mettez pas en RQTH? Je lui dis, d'accord. Pourquoi? Elle me dit, parce que ça peut vous ouvrir beaucoup de portes et vous favoriser
la tâche est que la tâche soit plus simple pour vous. Je lui dis, OK, d'accord. C'est vrai, entre guillemets, quand on dit on est travailleur handicapé, c'est un peu stigmatisé. Pourtant, ça ne devrait pas parce que moi, aujourd'hui, j'en bénéficie et je suis contente d'avoir intégré ce process dans le sens où, quand elle m'en parle, je lui dis, OK, d'accord, ben, écoutez, on voit, elle me dit, écoutez, je vais parler à la DG à Metz et je vais voir ce qu'ils peuvent faire par rapport à réhabiliter votre bureau, votre façon de travailler et le matériel qui suit. Je lui dis, OK, d'accord. Et ce qui se passe, c'est qu'elle envoie le mail, je crois, à la référente, je crois que c'est à Claire qu'elle l'a envoyé directement ou elle l'a envoyé directement, je ne sais pas comment ça s'est bidouillé de l'autre côté. Donc, et après, elle me dit, oui, j'ai envoyé le mail et on attend la réponse. Effectivement, derrière, je reçois un message, un mail de Claire qui me dit, ben voilà, j'ai été contactée par votre directrice, comme quoi vous avez besoin d'aménagement de poste. Je dis, oui, effectivement. Elle me dit, est-ce que vous voulez que je vienne vous voir dans un premier temps? Je lui dis, ben, ça ne me pose pas de problème. On s'est donné rendez-vous avec Claire. On a discuté, on a fait le tour, parce que la RQTH, ce n'est pas que l'aménagement de poste, c'est aussi l'aménagement de confort de vie dans le sens où le logement peut être aménagé, les conditions de vie en général, donc stationnement, parce qu'on vous donne la carte handicap si vous avez besoin, forcément, même dans le logement, si on peut vous envoyer de l'aide pour pouvoir… Effectivement, j'ai regardé le tout, je me suis dit, bon, pour l'aménagement, parce qu'effectivement, j'en parlais à Claire, pour l'aménagement, je veux bien poser le problème d'aménagement parce que moi, chez moi, j'ai des escaliers et je n'ai plus de force pour monter ces marches et ce serait bien que j'introduise aussi le dossier du logement qui n'est pas adéquat pour moi pour monter les marches à chaque fois. Et elle me dit, bon, OK, je viendrai vous voir. Donc, elle est passée me voir, on a discuté, on a fait le tour. Et après, elle me dit, bon, dans le dossier, avant qu'elle ne vienne, si je me rappelle, si j'ai bonne souvenance, elle me dit, je vous enverrai le dossier, vous lisez le dossier, vous imprégnez du dossier et vous me direz, lorsque je viendrai, voir comment est-ce que ça se passe. Et je lui dis, OK, d'accord, ben, je vais m'imprégner le dossier, je vais l'imprimer et puis je vais le ramener chez moi, je vais le lire tranquillement et je verrai le contenu. Et le jour qu'elle arrive, je lui dis, ben, écoutez, je suis partante. Je n'ai pas hésité, hein, en réel, je n'ai pas beaucoup hésité. C'est vrai que quand on dit travailleur handicapé, c'est pas bonne intonation. Donc, du coup, je lui dis, bon, OK, il n'y a pas de souci. Elle est venue, on a commencé à remplir le dossier, on l'a rempli. Il y avait une partie où je devais remplir le résumé et expliquer pourquoi j'en suis arrivée là. Donc, oui. Et on a discuté longuement, on a essayé de voir. Avec la médecine du travail, comme je les avais déjà rencontrés plusieurs fois, c'est eux qui ont… En fait, j'ai sauté cette étape parce que j'ai vu 2 fois la médecine du travail qui ont jugé qu'il fallait que mon poste soit aménagé, effectivement. Et ils ont fait comment on appelle ça, je peux dire en français, aidez-moi. Ils ont fait, on peut dire, un devis. Donc, ils ont envoyé quelqu'un pour faire un ergo. On a fait une étude de poste, effectivement. Voilà, pour faire une étude voilà, de mes besoins, pour faire l'étude de mes besoins. Et l'ergo, quand il l'a fait, il a sorti le bon. Et quand Claire est venue, je lui ai montré le bon, voilà ce que la médecine du travail demande, que je sois aménagée. Elle me dit, OK, d'accord, on va faire ça, étape par étape. On va remplir le dossier. Et ce qui reste à faire comme paperasse administratif à donner, vous donnerez tous vos papiers médicaux, tout ce qui en suit, vos radios, machin, et vous verrez votre médecin pour qu'il remplisse la partie du médecin, parce qu'il y a une partie médicale à remplir. Et ce que le médecin a fait, il a rempli, et le dossier, on l'a fissuré, on l'a clos, et je l'ai envoyé au service départemental d'ici, de Longwy. Je suis allée le déposer moi-même, et j'ai attendu. Et lorsque j'attends, en attendant, avant ça, j'ai eu quand même, j'ai une directrice vraiment compréhensive. Parce qu'effectivement, elle me dit, bon, entre-temps, avant que la RQTH ne vous donne l'accord, on va faire un devis avec l'installation et voir ce dont vous avez besoin. Donc, avec ça, ils sont venus, ils ont regardé, ils m'ont prêté une chaise. En attendant, le dossier, il suivait son cours. Avant que je n'ai l'accord, le dossier il suivait son cours et après, quand la RQTH est arrivée, Claire avait déjà mis la mention positive sur le dossier et c'est comme ça que je me suis retrouvée à avoir un avis favorable pour la RQTH et les fonds ont été levés, les devis
qui doivent être envoyés parce que c'est moi c'est moi qui ai un peu traîné. Les devis qui doivent être envoyés, donnés à ma directrice pour qu'elle envoie à la DG. Et au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas me plaindre parce qu'effectivement, je me rends compte que ça avance du mieux possible pour ma rentabilité par rapport au travail. Donc, ce n'est pas un truc qui est anodin, c'est un truc important à lever. Parce que nous, les salariés, des fois, on se dit, oh, c'est pas la peine parce que je ne l'aurai pas, c'est pas la peine, il faut essayer pour pouvoir, parce que je n'aurais pas essayé, je n'aurais pas dit oui, mes conditions de travail ne seraient pas aménagées. Et au jour d'aujourd'hui, je ne m'en plains pas parce qu'effectivement, quand je vois que j'aurai un nouveau bureau, j'aurai une nouvelle façon de travailler, ma rentabilité sera positive dans ce sens-là. Voilà. Donc, c'est un petit peu la part de, de ce trajet que je peux apporter, quoi. Merci beaucoup, Liliane, pour ce témoignage. Ce qui est vraiment marquant, je trouve, dans votre parcours, c'est que déjà, vous de même, en fait, vous êtes actrice de tout votre parcours, de votre parcours professionnel. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est vraiment, bah, on va en parler juste après, hein, c'est vraiment tous ces acteurs en fait qu'on met autour d'une table, si je puis dire, qui fait que l'accompagnement est une réussite, ou en tout cas tend à devenir une réussite. Et, euh, et donc vraiment, c'est indispensable que chacun prenne les choses en main en fait et soit acteur de la situation. On est d'un côté le médecin du travail, l'étude ergonomique, le ou la salariée, le référent handicap. C'est vraiment toute cette mise en musique qui fait que l'accompagnement est une réussite. C'est vraiment indispensable et important. Et je pense que vous avez aussi cette force de caractère qui fait que vous allez de l'avant et vous ne restez pas sur une difficulté, en fait. Ça ne vous arrête pas et merci vraiment pour ce témoignage. Je voulais juste parler du dépôt de dossier, en fait, qui suffit. Vous en avez parlé. Et en fait, c'est vraiment important à avoir en tête. Le dépôt de dossier de RQTH permet à enclencher un accompagnement parce que parfois, voire très souvent, c'est long, ces démarches administratives. Donc, je voulais juste le relever et le noter. Et on parle beaucoup de RQTH, mais je laisse du coup la parole à Christine qui va apporter justement un éclairage sur ce sujet. Oui, bonjour à tous. Effectivement, on parle beaucoup de RQTH depuis le début de ce webinaire et c'est normal, c'est le thème, mais il ne faut pas oublier les autres titres qui permettent de bénéficier de la loi de 2005 et donc du statut de travailleur handicapé. Concrètement, donc, il y a bien évidemment les RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui est délivrée par la MDPH, comme ça vient de vous être dit, donc la maison départementale des personnes handicapées. Voilà. Donc, ce qui représente à peu près 70% des titres de manière générale, mais il y a également les autres titres. Donc, concernant ceux délivrés par la MDPH, il y a également la carte mobilité inclusion avec la mention invalidité. En fait, c'est l'ancienne carte d'invalidité, mais aussi l'allocation adulte handicapé, l'AAH, dont on a un petit peu entendu parler récemment avec des revalorisations qui sont en cours. Donc voilà pour les titres délivrés par la maison départementale des personnes handicapées et précisément donc c'est la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées, la CDAPH qui se situe au sein de la MDPH qui valide ces titres-là. Mais il ne faut pas oublier aussi les autres institutions, donc il ne faut pas oublier notamment l'assurance maladie qui délivre d'autres titres, avec notamment donc les victimes d'accidents du travail, une maladie professionnelle, ceux qui ont un taux d'IPP, incapacité partielle permanente, qui est supérieur ou égal à 10%, et donc qui sont titulaires d'une rente. Donc, ces personnes sont aussi bénéficiaires de la loi de 2005 de facto, de même que les titulaires d'une pension d'invalidité. Et puis, il y a aussi les autres titres délivrés par l'État, donc les personnes donc mutilées de guerre ou assimilées, ou encore, on l'a vu plus récemment, donc les victimes d'actes de terrorisme, ou encore les sapeurs-pompiers volontaires blessés dans l'exercice de leurs fonctions, mais aussi les veuves et orphelins de guerre ou les anciens militaires titulaires d'une pension d'invalidité. Eh bien, toutes ces personnes disposent également du statut de bénéficiaire de la loi de 2005 et donc du statut de travailleur handicapé. Et de fait, eh bien, les personnes qui disposent
déjà d'un de ces titres n'ont pas pour obligation de déposer un dossier de demande de RQTH, puisqu'ils ont déjà ce statut de travailleur handicapé. Merci Christine. C'est important cet éclairage parce qu'on parle effectivement beaucoup de l'RQTH et on ignore que tous ces autres titres se valent pour un accompagnement dans le cadre d'un parcours dans un parcours professionnel. Merci. Je vous propose qu'on passe au moment de questions-réponses. Alors, je suis en train de regarder les questions pour les uns et pour les autres. On en a pas mal sur les titres. Donc, n'hésitez pas hein, à poser vos questions dans la boîte de dialogue, aussi bien des questions pour Claire que pour Liliane, qui sont vraiment là pour y répondre. Je crois qu'elles n'ont pas de contraintes et vraiment qu'elles sont prêtes à répondre à toutes vos questions, donc profitez-en. En revanche, on a des questions déjà qui arrivent par rapport au titre. Et il y a une question qui est pour toi, Christine, vraisemblablement. Peut-on avoir la RQTH sans avoir la CMI et inversement? Alors, effectivement, la RQTH est indépendante d'autres pensions, aides financières ou autres qui peuvent être attribuées. Il suffit, entre guillemets, de déposer le fameux dossier dont a parlé Liliane tout à l'heure, ainsi que Claire. Effectivement, donc un dossier qui est assez conséquent, donc dans lequel le projet de vie est exposé, l'avis médical est très important, et donc ensuite la CDAPH, la fameuse commission, va statuer pour délivrer cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, donc qui est indépendante, comme je l'ai dit, donc d'autres titres ou autres aides. Une autre question également, toujours pour toi, Christine, me semble-t-il. Comment aider un collaborateur à obtenir une pension d'invalidité auprès de la CPAM? Alors, il faut vraiment que ce collaborateur se rapproche de sa CPAM, justement, et qu'il fasse appel à une assistance sociale. Ce sera la meilleure solution pour lui d'être accompagné et obtenir cette pension d'invalidité, puisque donc c'est un titre qui est délivré par l'assurance maladie. Et on va prendre une dernière question sur les titres. La retraite, le fait d'avoir une RQTH, ça a un impact ou pas? Le fait d'avoir un titre de bénéficiaire de la loi de 2005 permet d'avoir certains avantages par rapport à la retraite. J'en suis pas certaine. Il faudrait vraiment qu'on se renseigne là-dessus. Mais en tout cas, par rapport à des cotisations ou autres, vous pouvez bénéficier de certains avantages. Là, concrètement, au niveau de votre emploi, vous allez être aidé véritablement avec cette RQTH ou ce titre de bénéficiaire de la loi. Donc, tout au long de votre parcours professionnel, faites-vous accompagner par une assistante sociale, encore une fois, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la retraite. Allez, je dis que c'était la dernière, mais ce n'est pas vrai parce que celle-là me semble très intéressante. Comment peut-on connaître les différentes aides dont le salarié peut bénéficier via la MDPH en plus de l'OETH? Alors, je vous invite à vous rapprocher de votre maison départementale, donc des personnes handicapées, directement. Donc, c'est ce qu'il y a de plus simple. N'hésitez pas aussi à vous rapprocher du Cap Emploi, un acteur de proximité. Donc, idem, au niveau local, vous avez un Cap Emploi qui peut vous aider dans vos démarches et vous accompagner. Et puis, effectivement, vous avez des sites Internet. N'hésitez pas à naviguer sur le net. Vous en apprendrez beaucoup d'informations, et notamment sur les aides qui sont proposées par la MDPH. Il faut savoir qu'il y a des aides financières qui sont aussi apportées, un peu comme l'a expliqué Liliane, effectivement, des aides qui peuvent vous être apportées dans votre quotidien, et donc pas uniquement au travail, mais aussi dans le cadre de votre vie privée. Donc renseignez-vous
Cap Emploi, MDPH, soit vous vous y rendez directement, soit vous pouvez le faire à distance, au moyen d'Internet. J'en profite peut-être juste pour compléter ce que vous dites. Au niveau de la MDPH, donc, qui est présent dans chaque département, il y a également des antennes relais, parce que si on est trop loin du siège de la MDPH de son département, c'est pas toujours évident. Et c'est vrai que les MDPH ont créé des antennes relais pour être au plus proche des personnes. Ça peut se trouver en mairie, dans les CCAS, etc. Donc, en général, les MDPH sur chaque département précisent justement où se trouvent ces antennes relais. Et ce qui peut être intéressant, c'est d'obtenir un rendez-vous justement avec la personne en charge de son secteur qui peut vous aider à instruire le dossier, vous expliquer les différentes aides quand vous n'avez pas le référent handicap qui le fait sur votre structure. Voilà. Merci pour toutes ces précisions. Claire, j'imagine que vous connaissez cette prime, donc c'est à vous que je vais poser la question. Est-ce que les salariés peuvent avoir une prime lorsqu'ils se déclarent RQTH? Eh bien, grâce à l'OETH, oui. Si l'employeur, effectivement, est adhérent au ETH, en tout cas, il y a toujours la prime de 500 € pour les salariés en CDI. Qui obtiennent pour la première fois une RQTH. Après, certains employeurs aussi peuvent avoir une convention un peu interne parce qu'ils ont une politique handicap où on souhaite favoriser justement la mise en place de ce titre-là, où l'employeur va offrir une certaine somme si le salarié se déclare travailleur handicapé, mais ça, c'est à la main de chaque employeur. En tout cas, sur le groupe SOS Senior, nous, c'est uniquement via le fonds de l'OETH avec la prime de 500 €. Très bien. Merci beaucoup. Pour toutes les questions qui restent en suspens dans la boîte de discussion concernant la prime ou d'autres points de détail sur la RQTH précise, on fera une FAQ à toutes ces questions. Elles ne resteront pas sans réponse, mais on a l'heure qui passe. Et moi, j'aimerais poser une question à Liliane. Parce que on a échangé sur votre parcours et ce qui me semblait quand même intéressant de revenir dessus, c'est l'aisance avec laquelle vous avez accepté les recommandations de votre directrice et l'accompagnement de Claire pour pour avoir la reconnaissance de travailleurs handicapés, alors que dans le secteur, on sait que pour beaucoup de personnes, ça peut être un frein. Qu'est-ce qui vous a motivé à aller au-delà de ce qui pourrait être stigmatisant? Il y avait cette volonté, votre force de caractère, on a bien compris, mais il me semble que vous nous parliez aussi de la bienveillance qu'il y avait quand même dans votre structure pour le dialogue en général. Effectivement, comme je vous le disais, j'ai une directrice qui est très à l'écoute de ses salariés ici aussi. Bon, ils sont... Des fois, ça dépend des problèmes qu'on pose, et ça dépend aussi de la ténacité avec laquelle on met en œuvre les choses, quoi. Donc, j'ai une directrice qui est souvent à l'écoute. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, au jour d'aujourd'hui, je ne me suis pas... C'est pas une honte à le dire, c'est pas une honte de l'avoir. Je me suis instruite, je me suis rapprochée, j'ai lu, je me suis documentée par rapport à être un travailleur handicapé. C'est pas en soi une mauvaise chose, c'est pas... Mais la seule chose que je peux répondre clairement en disant, je suis allée voir la directrice et la directrice a été très ouverte. Elle m'a dit, OK, d'accord, il n'y a pas de souci. Est-ce que si je vous demandais cette aide-là, est-ce que ça vous dérangerait? Je lui ai dit non, parce que je veux rentabiliser dans mon travail. Je veux et puis je veux travailler dans les bonnes conditions. J'aime bien mon cadre de travail. Et puis mes collègues, c'est des gens très bienveillants et avenants aussi par rapport à certaines choses, mais bon, j'en ai pas parlé, c'est pas tout le monde qui le sait, c'est le bureau, tout ce qui est administratif qui le sait. Bon, voilà, Liliane a demandé un dossier RQTH et je ne me cacherai même pas s'il fallait en parler. Voilà, j'assumerai, je dirais oui, je l'ai demandé parce qu'effectivement, j'avais besoin d'aide. Et cette aide-là, j'ai appelé l'aide et l'aide est venue à moi et ça a été favorable. Donc, je ne vois pas pourquoi je ne le ferais pas. J'aurais honte de le dire. Voilà. Merci beaucoup parce que ça fait du bien d'entendre un discours positif. Effectivement, d'ailleurs, dans la boîte de discussion, il y a des personnes qui rebondissent, qui, comme vous, n'ont pas hésité.
à le faire et qui ne le regrettent absolument pas. Ça améliore aussi bien leurs conditions de travail, dit-elle, et ainsi que sa vie privée, puisque effectivement des aides peuvent être également attribuées au-delà du cadre professionnel. Merci beaucoup, Pauline, je te laisse poursuivre. Oui, parce qu'on a un petit peu de retard sur le timing, mais c'était tellement important d'avoir cette vision, en fait, le fait d'ouvrir le dialogue sur votre situation, bah, ça permet aussi peut-être de permettre à d'autres d'en parler et aussi d'expliquer aussi votre accompagnement au quotidien. Je laisse la parole au docteur Béatrice Cozard, que je remercie d'être présente pour nous expliquer qu'est-ce qu'un service de prévention et de santé au travail. Merci Pauline, merci à vous de m'avoir invité à ce webinaire. Donc, comme Pauline vous l'a dit, donc, je suis effectivement médecin du travail, mais je suis responsable d'une cellule de prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, la thématique de la reconnaissance travailleurs handicapés est au quotidien dans mes activités. Donc, je suis médecin du travail autour de Montpellier, sur un service qui s'appelle En Santé, qui représente à peu près 180 000 salariés, donc 18 000 entreprises, donc un service relativement important. La mission principale d'un service de santé au travail, c'est d'éviter l'altération de la santé d'un travailleur. Il ne faut pas que pendant son activité salariée, sa santé se dégrade en raison des expositions qu'il va pouvoir avoir. Mais c'est aussi de le maintenir dans un état de santé qui va lui permettre de garder son emploi. Donc ça, c'est bien les deux notions. Donc la loi santé-travail d'août 2021 a réaffirmé l'offre socle, l'offre essentielle du service de santé, qui est la première, c'est la prévention des risques professionnels. Donc là, c'est tout ce qui va pouvoir se faire en entreprise, en prévention primaire, donc en analyse des dangers et quels seront les risques qui seront présents. L'analyse avec l'accompagnement à l'employeur sur son document unique d'évaluation des risques professionnels, qui est vraiment essentiel. Ensuite, il va y avoir le suivi individuel, ça c'est ce que tout le monde connaît, c'est les visites qui sont réglementaires, les visites d'embauche, les visites de reprise. Donc, petite particularité, quand on est reconnu travailleur handicapé, le suivi va avoir une périodicité rapprochée par rapport à un suivi classique, c'est-à-dire que sur un suivi classique de quelqu'un qui n'est pas exposé à des risques particuliers, le suivi sera tous les 5 ans. Pour un travailleur handicapé, ça sera tous les 3 ans. Donc ça, on est sur les visites réglementaires. Ensuite, visites essentielles qui ont déjà été citées dans les témoignages précédents. La visite de pré-reprise, vraiment, vraiment, vraiment très importante quand on est en arrêt de travail. Il faut venir voir le médecin du travail parce que tout ce qu'on a pu évoquer tout à l'heure, même pour qu'il y ait quelque chose qui puisse se mettre en place, tant que la personne est en arrêt de travail, effectivement, son contrat de travail est suspendu et ce n'est pas évident pour l'employeur d'aller contacter le salarié. C'est vraiment de passer par la médecine du travail dans le cadre de cette visite de pré-reprise. Par ailleurs, les visites, elles peuvent être faites à la demande de l'employeur ou à la demande du salarié, indépendamment de l'arrêt de travail. A été évoqué tout à l'heure aussi le rendez-vous de liaison, donc qui est aussi issu de cette loi de 2021 qui se met en place de plus en plus, donc soit à l'initiative du salarié, soit à l'initiative de l'employeur pendant la période d'arrêt de travail, au-delà de 30 jours d'arrêt de travail, et qui là aussi, l'idée, c'est d'expliquer tout ce qui existe en termes d'accompagnement au retour en emploi, et en particulier la notion de travailleur handicapé. Donc, trois objectifs dans cette offre socle, donc la prévention des risques professionnels, le suivi individuel et la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc ça, c'est vraiment une avancée de la loi qui a mis cette notion de prévention de la désinsertion comme une des offres essentielles. Donc l'idée, ça va être que dans chaque service de santé au travail, il y aura une cellule de prévention de la désinsertion qui existera et qui va pouvoir accompagner l'employeur et le salarié à des actions de remobilisation précoce pendant l'arrêt de travail qui pourront être un bilan de compétences, un essai encadré, un contrat de rééducation chez l'employeur. Je ne donnerai pas plus d'explications sur ces motifs, mais ensuite, on va passer sur la cellule de prévention de la désinsertion, sur la diapositive suivante.
voilà. Donc, cette cellule de prévention, donc, merci beaucoup déjà, Liliane, de nous avoir témoigné, de nous avoir tout expliqué. Donc, dans ce qui est essentiel, c'est qu'il faut que le salarié soit proactif. C'est-à-dire que dans notre cellule, le salarié va être adressé par son médecin du travail qui le suit au quotidien, mais on va attendre qu'il se manifeste. C'est-à-dire que pour nous, il est essentiel que la personne soit au centre de son parcours. Et on l'a vraiment vu avec l'expérience de Liliane, c'est-à-dire qu'on ne va pas contraindre. Il faut que la personne, elle ait envie de bouger et nous, on sera là pour l'aider. Donc, dans notre cellule de prévention de la désinsertion, c'est une cellule qui est pluridisciplinaire, donc dans laquelle, moi je suis médecin, il y a des infirmières de santé au travail, on va avoir une assistante sociale qui dépend de notre service, on va avoir des psychologues du travail, on va avoir un ergonome, donc on est tous au service du salarié pour l'aider, pour lui donner des clés pour ouvrir des portes. Donc, à chaque fois, c'est l'image que je prends auprès du salarié en lui disant, voilà, moi j'ai un certain nombre de clés, je vais pouvoir vous les expliquer, pouvoir vous les donner. Maintenant, les portes, c'est vous qui allez les ouvrir. Et cette notion de reconnaissance de travailleurs handicapés, ça fait partie des clés. Donc, c'est ce que l'on explique à titre systématique quand on reçoit les salariés dans notre cellule. C'est voilà ce qu'est la reconnaissance travailleurs handicapés, voilà ce que ça va vous permettre d'ouvrir comme porte. Voilà. Pour vous donner quelques chiffres, on est au départ, quand les salariés rentrent, notre accompagnement, il dure à peu près 1 an. On a 20 à 30% des salariés qui sont déjà reconnus travailleurs handicapés. À l'issue de notre accompagnement, on a quasiment 98-99% qui ont cette reconnaissance. Tellement c'est essentiel et tellement ça va permettre d'ouvrir ces fameuses portes. Nos partenaires, et ça c'est essentiel pour notre cellule, donc on va travailler avec le Cap Emploi, qui a déjà été cité tout à l'heure, on va travailler avec le service social de la CARSAT, avec le service médical de l'assurance maladie, avec la caisse primaire, avec la maison des personnes handicapées, c'est indispensable, avec le ETH, sinon on ne serait pas là, et avec les employeurs. Donc ça, vraiment cette cellule, et ces cellules doivent exister, doivent être mises en place dans tous les services de santé au travail. Donc c'est de dire que c'est vraiment quand on se pose une question, alors qu'on soit en emploi ou qu'on soit en arrêt de travail, quand on se pose une question sur la poursuite de son activité professionnelle parce qu'il y a un souci de santé, contacter les services de santé au travail, contacter ces cellules qui, derrière, vont vous mettre en relation avec le référent handicap. Tout ce qu'on a dit précédemment, l'idée, c'est qu'effectivement, on soit un réseau et qu'on parle tous de la même voix et qu'on soit tous pour accompagner les salariés en difficulté. Donc, nous, on va faire un accompagnement individuel, ce qu'on a vu, donc, avec les partenaires, et on va aussi proposer des ateliers collectifs, et ça, je pense que c'est intéressant, et c'est l'exemple En Santé de notre service, mais ça se développe dans tous les services de santé au travail. Donc, un atelier qui va s'appeler le levier de la reconversion, où effectivement, c'est co-animé avec un médecin ou une infirmière et un psychologue ou une assistante sociale sur qu'est-ce qui existe, vous vous posez des questions sur votre retour en emploi, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui existe, quels sont les leviers possibles, ou un atelier où là on est déjà très tard, la décision d'inaptitude est déjà prise, mais qu'est-ce qui existe et comment on va pouvoir vous aider à rebondir, à repartir sur autre chose. Donc voilà ce que je voulais vous présenter en quelques mots. Donc c'était 10 minutes pour présenter la santé au travail. C'était le challenge. Maintenant, je pense qu'effectivement, moi, je peux répondre aux questions éventuelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Béatrice. Il y en a une d'ailleurs de questions. L'employeur a-t-il le droit de faire venir un salarié à la médecine du travail lors de son arrêt maladie? Non. Le contrat de travail est suspendu, donc non. En revanche, ce qui existe, c'est le rendez-vous de liaison, c'est-à-dire que l'employeur peut proposer à son salarié, qui est en arrêt depuis plus de 30 jours, un rendez-vous de liaison. Et à ce moment-là, lors du rendez-vous de liaison, il va pouvoir lui expliquer l'intérêt de la visite de pré-reprise auprès de la médecine du travail. Et le rendez-vous de pré-reprise, il sera pris soit à l'initiative du salarié, du médecin de conseil de l'assurance maladie ou du médecin traitant. Mais non, l'employeur ne peut pas obliger son salarié, il peut l'inciter. Une autre question,
peut-être qu'il y aura plusieurs réponses possibles selon vos points de vue à chacune. Si on n'a pas de référent handicap, comment faire pour aider un collaborateur? Bah, moi, je pense que oui, je vais déjà dire, aller à la médecine du travail. Et effectivement, j'ai présenté les différents interlocuteurs. Alors, c'est encore mieux avec un référent handicap, mais effectivement, ça n'existe pas partout. Donc, on va pouvoir accompagner des salariés pour lesquels l'entreprise n'a pas de référent handicap. Et après, en interne, il y a aussi la personne je dirais, de confiance. Ça peut être un élu, ça peut être un encadrant, ça peut être le service des ressources humaines, quoi. C'est vrai que le référent handicap, il n'est pas forcément identifié, il n'est pas forcément nommé dans toutes les structures, mais il y a d'autres interlocuteurs et puis très souvent, c'est un petit peu le point de démarrage, c'est peut-être une personne des RH qui se dit ah bah tiens, j'ai été questionnée sur ces sujets-là par des salariés, ça pourrait être intéressant de remonter l'info, d'être formé référent handicap, quoi. Ça démarre toujours d'un point. Et l'élément déclencheur, bah, ça peut être le service de santé au travail, ça peut être le salarié lui-même, ça peut être une personne qui a une sensibilité particulière sur ces thématiques en interne. Il y a Cap Emploi aussi qui peut accompagner. En fait, la porte d'entrée, elle est multiple. Et je pense que c'est, tout à l'heure, Claire le disait, il y a une notion de confiance qui est très importante. Donc, le salarié se saisit de la personne de confiance en premier lieu. Donc, ce n'est pas forcément en interne, parce que dans un premier temps, on n'a pas forcément envie de tout dire à tout le monde. Donc, bah, ça peut être, je vais chercher mes réponses déjà à l'extérieur. Et très clairement, le service de santé au travail est une personne de confiance. C'est une équipe pluridisciplinaire. Donc, si le médecin du travail n'est pas disponible, ça peut être une autre personne de l'équipe, hein. Je pense que Docteur Cozard, je vous vois acquiescer. Donc, c'est aussi c'est très important, cette pluridisciplinarité au sein des services de santé au travail, parce qu'il y a toujours quelqu'un pour accompagner. Donc voilà, il y a plusieurs personnes de confiance et s'il n'y a pas de référent, si on parlait au service RH peut-être et dire que nous, on accompagne l'association OTA justement à ce type de déploiement, mais j'en dirai quelques mots juste après. Une autre question sur le rendez-vous de liaison, est-il uniquement à l'initiative de l'employeur? Non, du salarié également. Soit de l'employeur, soit du salarié. C'est-à-dire que le salarié peut aussi solliciter son employeur en lui disant voilà, moi je suis inquiet sur mon retour au travail, j'ai envie de discuter avec vous. Voilà, c'est à l'initiative du salarié ou de l'employeur. Mais à ce moment-là, le salarié va plus penser, si c'est à l'initiative du salarié, dans un certain nombre de cas, il aura pensé aussi à la médecine du travail. Il y a pas mal de questions en fait, pour comprendre entre qui initie quoi entre le salarié et l'employeur, ce qui amène à une autre question. Pour aménager un poste de travail d'un salarié reconnu MDPH, donc j'imagine reconnu RQTH, prend contact avec la médecine du travail pour prendre rendez-vous avec un ergonome. Est-ce que le salarié peut initier lui-même la demande de prendre rendez-vous avec la médecine du travail pour avoir un rendez-vous avec un ergonome pour aménager son poste? Oui, alors le salarié peut à tout moment prendre rendez-vous avec la médecine du travail, qu'il soit en arrêt ou qu'il ne soit pas en arrêt. Donc, s'il n'est pas en arrêt, il va bien falloir qu'il informe son employeur parce qu'il ne peut pas quitter son poste de travail sans informer l'employeur. Mais s'il ne veut pas que l'employeur soit informé, il peut venir en dehors de ses horaires de travail. Et après, il ne sollicitera pas l'ergonome en direct, c'est-à-dire qu'il y aura toujours un rendez-vous par un médecin du travail puisque la sollicitation de l'ergonome passera par l'avis du médecin du travail. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Pauline, je te laisse prendre la main. Tout à fait. Bon, j'ai vu qu'il y avait d'autres questions dans la discussion, donc petit rappel, il y aura une foire aux questions et on prendra le temps de répondre à tout le monde. Eh bien, vraiment, merci pour ces 3 témoignages. On se rend compte que c'est un puzzle, tout ça avec plein de pièces existantes et l'idée, c'est de les rassembler au bon moment pour avoir les bonnes réponses. Il nous a semblé vraiment important déjà de valoriser tous ces témoignages et de valoriser aussi des outils qui peuvent être utiles en fait parce que là on parle beaucoup de faut en parler, faut communiquer, faut qu'il y ait des interlocuteurs, faut ouvrir le dialogue, faut libérer la parole. Donc comment on fait pour libérer cette parole? Justement, nous, on a sélectionné un échantillon parce que l'idée c'est pas de tout vous présenter mais de vous dire qu'il y a des choses qui existent
On a sélectionné 3 outils qui ont été créés et utilisés par 3 adhérents de l'association ETH. Donc, je les remercie parce qu'ils ont accepté de nous communiquer ces outils pour qu'on vous les diffuse aujourd'hui. Donc, il y a l'APEI Epanou qui a créé une bande dessinée l'année dernière pour parler du trouble autistique, pour dédramatiser et expliquer en fait c'est quoi un sous-entendu en fait quand on peut être atteint de troubles du spectre autistique. C'est une manière de communiquer qui est différente, une manière de mettre en lumière un handicap invisible. Donc là, il a été choisi d'utiliser cette bande dessinée. On va pas prendre le temps de la lire parce qu'on est déjà un petit peu en retard sur le planning, mais c'est pour vous montrer qu'il y a des moyens de libérer la parole et de mettre de communiquer sur tous les niveaux en fait hiérarchiques de la structure de manière un peu ludique et qui change de le formulaire très classique. On a également l'AFEJ qui a créé une plaquette pour parler de la RQTH. C'est une plaquette qui a été diffusée dans les bulletins de paye et qui a été affichée également en grand format dans tous les établissements. Donc, c'était un recto verso. Sur une page, on parle du handicap au travail. C'est quoi la RQTH? Ça permet quoi très concrètement en termes d'insertion, de maintien en emploi, de reconversion professionnelle? Et au verso, ils ont sélectionné 4 situations d'accompagnement qui ont eu lieu dans leurs établissements. Donc on a fait des faux prénoms évidemment pour parler RQTH avec des situations, un moniteur éducateur, un encadrant technique. Qu'est-ce que ça a apporté en fait les RQTH et il a été vraiment important de valoriser tous ces acteurs. On parlait de puzzle tout à l'heure et sur chaque situation, on va nommer à quoi sert le Cap emploi, à quoi sert le service de santé au travail, etc., etc. Ça permet de communiquer de manière un petit peu différente. Et tout à l'heure, Claire a parlé du courrier. Donc, c'est un courrier à destination des salariés qui sont en arrêt, je crois, de plus de 30 jours chez vous, Claire. On a Pour différents courriers, effectivement. Ouais, Celui-ci, c'est pour les arrêts des 30 jours parce qu'on ne parle que de la pré-reprise et du rendez-vous de liaison dont on parlait tout à l'heure. très bien, très bien. Oui, donc là, c'est un exemple parmi d'autres, mais il a été décliné sous plusieurs formats au sein du groupe SOS Senior. Et l'objectif de ce courrier, c'est d'aller communiquer auprès de l'ensemble des salariés, quels qu'ils soient. Parce que tout à l'heure, en tout début de webinaire, justement, il y a si je me souviens son nom, une infirmière qui a parlé du fait qu'elle passait un coup de fil parce que c'était pas très apprécié, le courrier. Mais là, c'est vraiment propre à chaque structure. Et il y a aussi à l'inverse, des structures qui me disent, ben, moi, je ne peux pas appeler tout le monde parce que je sais que je ne vais pas être reçue de la même manière et qu'on ne va pas forcément décrocher le téléphone. Et bien, ce courrier, il permet de donner la même information de manière équitable à tous les salariés et c'est eux qui se saisissent de cette information et qui se saisissent de vous contacter. Donc, vous faites pas de traitement différent, quel que soit le salarié. Après, rien n'empêche de passer un coup de fil en plus parce que vous savez que ça va être intégré de bonne manière, mais le téléphone, ce n'est pas toujours la bonne réponse et le courrier, ça permet de donner la bonne info à tout le monde au bon moment. Voilà, ça c'est un exemple. Et puis ça maintient le lien, ça transmet de l'information. Ça permet aussi de dire aux salariés, vous êtes en arrêt, mais on ne vous oublie pas. Et on vous donne quand même de l'info pendant votre arrêt, mais pas de manière trop intrusive non plus. C'est vous qui vous saisissez de tout ça. Et ça, le docteur Cozard l'a dit aussi, c'est aux salariés d'être acteurs et d'être proactifs. Donc cette info peut lui permettre de devenir proactif. Donc ça, c'était un échantillonnage de 3 outils. Et l'association ETH également propose des exemples. On vous aide vraiment à construire, mais on vous met aussi à disposition des outils existants. On a un quiz qui est disponible sur le site internet si vous voulez faire de la sensi à distance et mettre à disposition de tous vos salariés. Ça, c'est des choses qu'on peut aussi co-construire avec vous en le personnalisant. Ça, on sait faire et on a la possibilité. Donc, c'est un quiz sur un site internet qu'on met à disposition. On a également une animation physique. C'est comme une grosse roue de la fortune pour ceux qui sont nés avant les années 2000, où on tourne la roue et en fait, on peut faire jouer vos salariés lors d'une animation, une journée, un café, sur une pause déjeuner ou un temps vraiment dédié. Et il y a des petites questions. Il y a des défis aussi pour la mise en situation de handicap pour justement dédramatiser et le fait d'apporter des réponses à des situations aussi de manière un petit peu ludique. Et puis, c'est une animation un peu minute, ça prend pas trop de temps à installer et on peut passer 2 minutes avec une personne, juste ouvrir le dialogue sur le sujet. Donc ça, on vous la met à disposition. Cette roue, elle existe en deux
2 formats chez nous et on peut vous la mettre à disposition et vous accompagner pour l'animation. Donc, ça, faut nous contacter et après, on évalue avec vous comment vous la mettre à disposition. On a des affiches également qui sont téléchargeables pour parler de handicap, pour faire une campagne d'affichage. C'est pas mal aussi de faire de l'affichage parce que sur beaucoup d'établissements, il y a des travailleurs de nuit. On ne peut pas forcément toucher sur des animations qu'on peut mettre en place sur la journée. Donc, ça permet aussi de faire de la communication à tout ce public qu'on ne peut pas forcément toucher de la même manière pour parler de handicap au travail. On a des plaquettes et des flyers qui existent. Donc, on a un petit flyer recto verso, notamment qui parle de la RQTH. On en a d'autres. Et on a une plaquette qui parle de la RQTH de manière plus large avec les différents interlocuteurs internes et externes qui existent. On a déjà parlé pendant ce webinaire, donc je ne vais pas me repencher sur tout ça. Mais voilà, c'est des choses qui sont sur le site internet. On vous mettra évidemment les liens pour aller voir tout ça à l'issue du webinaire dans les outils mis à disposition. Et pour terminer, on a une petite vidéo qui existe, que vous pouvez utiliser lors d'une animation, lors d'une présentation. Ça peut être la nomination de votre référent handicap en plénière. Et je vais vous la diffuser. Elle dure 2 minutes. Et comme ça, vous allez pouvoir en prendre connaissance. Elle parle de la RQTH. Hop. Paf. C'est parti. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas le son, Pauline? Non, il n'y a pas Vous de son. l'entendez? Non, il n'y a pas de son. Pauline, il n'y a pas le son. Elle n'entend pas. Je viens d'arrêter le partage. Bon, ce qu'on fera, on la mettra dans Ça la fait 1 minute 30 que je vous présentation. diffuse ça et que vous n'avez pas le son. Excusez-moi. Excusez-moi. Je ne le savais pas. On a fait des tests avant et ça fonctionnait. Bon, on a atteint l'horaire. Si vous avez encore 2-3 petites minutes pour rester avec nous. Oui, je n'avais pas vu qu'il n'y avait pas le son. Veuillez m'excuser, c'est les aléas du direct. Oui. Est-ce qu'il y a des questions, Olivia, qui te semblent pertinentes à poser ou est-ce qu'on clôture et on fera un petit… Je n'ai pas de questions dans la boîte à questions qui pourraient faire l'objet d'une réponse là en direct. De toute façon, si jamais j'en ai raté une, je m'en excuse. Mais nous aurons la FAQ qui détaillera les réponses qu'on n'aura pas détaillées en direct. Très bien. Eh bien, Avant de nous quitter, voilà, exactement. Le prochain webinaire, c'est une série de webinaires qui aura lieu pendant les indispensables les 13, 14 et 15 juin. On va vous accompagner pour identifier les différents dispositifs qui vont vous permettre de sourcer des candidats, de repérer des compétences autrement, d'aller au-delà de la simple diffusion d'une offre et d'être
proactif dans vos démarches de recrutement. Donc, on aura 6 webinaires programmés sur les 3 jours. Il y aura également des rencontres près de chez vous qui seront organisées par des établissements adhérents. Donc, il y en a peut-être un près de chez vous. Regardez sur le site indispensable.org. Il sera actif d'ici la semaine prochaine pour pouvoir vous greffer à des événements qui ont lieu à côté de chez vous. Très bien, merci Olivia pour cette présentation des indispensables. N'hésitez surtout pas à nous suivre. Je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent dans le fil d'actualité, donc n'hésitez pas à les mettre avant la clôture du webinaire, comme ça on prendra le temps d'y répondre dans la foire aux questions. Encore une fois, un grand merci à tous ces témoignages et ces participations fortes et inspirantes qu'on a pu avoir aujourd'hui. Ça montre que ça peut fonctionner et que justement, ça fonctionne quand on s'investit. Moi, c'est toujours ça que je trouve épatant quand j'échange ou quand j'anime un webinaire, c'est de voir toute la richesse qu'on peut trouver chez nos adhérents et chez l'humain globalement. Donc, merci pour ces témoignages forts. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon appétit parce que ça va être l'heure. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain échange et un prochain webinaire.